Bonjour Bertrand. Salut Xavier, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. On sort doucement de la séquence élections législatives. Élection piège à con. Élections piège à con, tout à fait. Et on revient un petit peu sur la question européenne, puisqu'on voit que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, cherche une majorité et pourrait s'appuyer sur les écolos. Ouais, c'est assez marrant, oui, parce que bon, on est très occupé par ce qui se passe en France, mais enfin, tout ce qui se passe en France est lié quand même à l'origine à une élection européenne pour lesquelles il y avait des enjeux. Et on avait vu d'ailleurs à cette occasion que les Verts avaient fait un score qui n'était pas terrible. Ils avaient les 5% en France et ils ont beaucoup diminué le nombre de députés qu'ils ont à l'Europe. Donc il y a un rétrécissement des Verts et en général une poussée plutôt à droite du nouveau Parlement. Seulement, il y a un élément important, c'est l'élection du président de la Commission européenne, qui est l'organe exécutif, on peut dire ça comme ça, puisque voilà, il est à côté. En fait, il est désigné par le Conseil, donc les chefs d'État et de gouvernement des pays européens, donc qui ont choisi Van der Leyen, qui est issu du PPE, du groupe PPE, voilà, qui est une Allemande, ancienne ministre de la Défense, je crois. Et donc, ils ont reconduit seulement. Pour qu'elle soit reconduite, il faut que le Parlement européen adopte cette proposition. S'il vote contre elle, eh bien, le Conseil sera obligé de proposer un autre président pour la Commission européenne. En sachant, je rappelle aussi que le Parlement européen n'a pas le droit d'initiative, n'a pas de pouvoir d'initiative, donc il ne peut pas proposer de loi. C'est un Parlement qui est juste là pour entériner dans certains domaines des politiques européennes. Bon, bref, et donc Van der Leyen, elle fait sa campagne, tu comprends, parce qu'il faut qu'elle ait le vote du Parlement. Seulement, comme le Parlement européen c'est droitisé, on peut dire, et notamment au sein de son parti, le PPE, là, eh bien, elle est contestée. On se souvient par exemple que Xavier Bellamy, qui fait partie du PPE, eh bien, n'est pas pour Van der Leyen. Donc, il y a des jeux. Alors, il y a 300. Pour avoir la majorité, il faut 361 votes sur 720. Et le PPE, c'est 188 députés. Et donc, il y a une partie de ces députés, sans doute, qui ne vont pas voter pour elle. Et donc, elle va aussi compter sur les sociodémocrates, dans lequel il y a, je crois, les partis socialistes. Et puis, il y a le Renew aussi, c'est le parti de Ayer de Macron, quoi. Ils ont 77 députés. Et donc, comme son vote est fragile, enfin ses appuis sont fragiles au sein de son propre groupe, eh bien, elle va rechercher des appuis. Et dans quel groupe? Le groupe des Verts, précisément, qui a 53 députés. Le groupe des Verts aussi, mais voire le groupe dit d'extrême droite, où il y a Mélanie, euh, éventuellement, tu vois. Donc vraiment, elle n'est pas forcément en position de force. Et donc, qu'est-ce que disent les Verts en fait? Bah, si ils vont soutenir Van der Leyen si celle-ci ne remet pas en cause, bien sûr, le pacte vert, le fameux pacte vert, donc, qui est le symbole de la politique européenne en matière d'écologie et qui est un projet de décarbonation très très radical. Et donc, c'est ces équilibres-là. Sauf que si elle veut aussi pactiser un peu avec le parti de Mélanie ou voir le parti, certains de son propre parti PPE, eux sont beaucoup plus critiques du pacte vert, justement, et veulent un affaiblissement plutôt du pacte vert. Donc voilà, alors on ne sait pas du tout ce que ça donnera, ça risque d'être serré. En même temps, est-ce qu'ils ont intérêt, les partis en présence, à ce que le Conseil nomme une autre personne? Parce que bon, ils la connaissent, Van der Leyen, par exemple. Tu as toujours une forme d'instabilité quand il y a des gens que tu connais pas. Et donc peut-être ils vont quand même entériner sa candidature, mais c'est pas si facile que ça. Et donc, si en tout cas elle est élue grâce à l'appui des Verts, on peut penser, on peut faire l'hypothèse que le pacte vert va pas être fragilisé, ou ils vont continuer à le mettre en œuvre, parce qu'il n'a pas été encore vraiment mis en œuvre, et donc que les politiques vont être mises en place dans les pays européens. Donc c'est ça l'enjeu actuellement, même si je pense que, même si les Verts, enfin, pour redire ce que j'ai dit la semaine dernière, je pense qu'il va y avoir un affaiblissement des politiques écologiques de façon générale. Donc je pense que même si aujourd'hui elle est réélue avec les voix des Verts, ça n'empêchera pas cet affaiblissement. Mais bon, il peut y avoir, en fait, c'est mon hypothèse, il y aura toujours cet affaiblissement des politiques écologiques radicales, qui consiste en, je répète pour ceux qui ne connaissent pas trop la chaîne et qui sont des nouveaux abonnés, les politiques écologiques aujourd'hui, c'est la radicalisation
la décarbonation à tout prix de façon radicale, et puis les politiques sur la biodiversité et le gel du territoire, en fait. C'est ça les politiques écologiques. L'écologie est réduite à ça. Donc je pense que ça va perdre en puissance au fur et à mesure. Par contre, comme en Europe, puis ça va faire une transition avec ce qu'on va parler en France, il peut y avoir un baroud d'honneur, si tu veux, des histoires de politiques écologiques. Et si effectivement elle est élue avec les voix des Verts, et en France aussi, s'il y a des choses comme ça, il peut y avoir un baroud. À mon avis, ce sera le baroud d'honneur. Tu sais, c'est comme quand Will Smith, non, comment il s'appelle, dans la Tour de la Terreur, ou je sais plus quel film là. Euh, comment il s'appelle, Bruce Willis, tu sais, il arrive à la fin là, dans la tour, là, t'as l'impression qu'il a gagné, et puis au dernier moment, tu vois, t'as le méchant qui arrive, tu sais pas d'où il sort, c'est le truc improbable, mais c'est vraiment le baroud d'honneur parce qu'il finit par le mettre à terre, quoi. C'est quoi, la tour infernale ou la tour de Je cristal ou je sais pas quoi, enfin voilà. piège de cristal, La peut-être. piège, voilà, exactement, piège de cristal. Donc on va peut-être voir un scénario, la piège de cristal avec le baroud d'honneur de l'écologie, voilà. J'ai Et- une petite question qui oui. pourrait intéresser nos auditeurs sur les coalitions en fait au niveau européen. C'est-à-dire que si von der Leyen cherche l'appui des Verts, donc c'est un groupe d'écologistes européens, est-ce que dans les autres pays d'Europe, dans les Verts qui composent le groupe au Parlement européen, ils sont aussi autant d'extrême gauche que les Verts français? Est-ce que c'est tous les mêmes ou est-ce qu'il y a des gens un peu plus raisonnables sur lesquels on peut s'appuyer? Alors, je pense que globalement, c'est les mêmes là où il y a des partis verts assez forts. Je pense à l'Autriche, à l'Allemagne, bien sûr, à la Belgique, Parce les que je crois que les écolos. Scandinaves ont fait plutôt un bon score, les Verts scandinaves, il me semble, Oui, oui, un plutôt bon score. Et comme eux, c'est des gens qui ont plutôt une tradition raisonnable, que ce oui. soit à droite ou à gauche, enfin les sociodémocrates, ou globalement, il y a très peu d'extrémisme dans les pays scandinaves. Donc voilà, est-ce que pour le coup, c'est pas aussi des interlocuteurs qui peuvent être, comment dire, un peu moins radicaux? Oui, c'est possible, notamment en Allemagne, on a vu qu'ils avaient beaucoup mis d'eau dans leur vin, les Verts allemands. Mais je dirais, ils vont mettre de l'eau dans leur vin sur les questions qui ne sont pas d'écologiques. Tu vois, je sais pas, moi, en Allemagne, on peut penser à l'immigration, par exemple, Hmm. des choses un peu comme ça. Par contre, sur le sujet écologique et sur le sujet du pacte vert, ça m'étonnerait que sur ce sujet-là, donc ceux qui nous intéressent, ils soient vraiment des interlocuteurs qui soient prêts à faire un pas en avant. Peut-être sur D'accord, la question du nucléaire, par exemple, mais tu vois, pas sur les objectifs de décarbonation du pacte vert, d'accord. Ok. à mon avis. Très bien. Alors, je crois que tu voulais Ouais. Bah nous oui, parce parler. que oui, en France, en fait, on peut passer en France parce qu'il se passe un Ah, peu la oui, même bien. chose. C'est assez rigolo ce qui se passe en ce moment. Bon, tu vois, donc il y a eu un barrage républicain pendant l'élection contre le RN, qui s'est réanimé à ce moment-là. Et ce qui est incroyable, c'est que tu vois renaître le pacte républicain inverse donc, pour faire échouer le parti qu'on a fait réussir, en fait. Donc, qui est le nouveau Front Populaire. Donc, ça, c'est assez rigolo. Donc, ils se prennent un nouveau Front républicain alors qu'ils l'ont activé pendant l'élection. Et donc, la seule majorité qui pourrait vraiment être issue de ce nouveau Parlement, c'est plutôt une majorité qui irait de la droite des Républicains hors Ciotti, donc Vauquiez, jusqu'à la gauche, Parti socialiste, écologiste. Donc sans la France insoumise, en fait. Donc on peut dire que là aussi, les Verts pourraient se retrouver au sein d'une forme de coalition, pas forcément d'un gouvernement, parce que par exemple, Vauquiez a dit qu'il ne participerait pas au gouvernement, mais ils peuvent ne pas faire obstacle à certaines lois, par exemple, Alors et justement, se mettre commence d'accord. ça commence à poser problème, j'ai remarqué, par rapport aux Verts, puisque à la suite de ton analyse de la semaine dernière où tu expliquais que les Verts étaient peut-être pires que Mélenchon, il Ouais. semble qu'il y ait plusieurs personnalités politiques qui pensent la même chose. Oui, On a entendu récemment Maud Bréjon, donc de Renaissance, ou encore Gérald Darmanin lui-même, expliquer qu'il serait impossible de voter des lois dans un gouvernement qui soit composé des Verts. Parce oui. que pour eux, à cause de Sainte-Soline notamment, ils sont considérés comme des extrémistes et des violents. Donc ça risque d'être plus compliqué pour la coalition cette fois. Oui, oui, non, mais tout à fait. Là, on est vraiment dans une période d'instabilité incroyable. Et donc, qu'est-ce qui va sortir de tout cela? On verra aussi à l'élection très importante du président de l'Assemblée nationale, hein. Je ne sais pas quelle personne va sortir du chapeau, mais ça va être intéressant à regarder. En tout cas, on peut peut-être imaginer que
que les Verts soient pas totalement sur le voilà, soit quand même toujours dans le jeu et participent d'un gouvernement ou d'une coalition. Donc voilà, c'est pas exclu qu'il y ait un baroud d'honneur aussi des thèmes écologiques à l'échelle nationale, bien que je pense qu'il y aura en fait en gros un pourrissement de la situation et une crise institutionnelle, hein. Enfin, tous les analystes disent qu'on est là-dedans et donc il n'y a pas de raison que ça se règle, surtout avant l'an prochain. Donc les politiques écologiques, dans ce cadre-là, ça va être très difficile de les remettre en œuvre, d'autant que tu as cité Maud, c'est quoi son nom, Bréjon? Autre région. Bréjon, voilà, qui est une macroniste, hein, Mm. ou en tout cas du parti Renaissance, c'est ça? Oui. Euh, et qui effectivement ne veut pas parler avec les Verts. Mais tu as eu aussi une intervention de la coordination rurale, tu sais, le syndicat agricole qui a eu une importance très importante, une importance grande dans la révolte, Qu'on a rencontré d'ailleurs au sein de et oui, l'agriculture. qu'on a vu au salon d'agriculture, et que j'ai rencontré aussi quand je suis allé à Limoges, tu sais, là où on s'est fait interdire de parole. Il faisait partie des gens qui nous ont invités, ils tiennent la chambre d'agriculture. Bon, bref, et donc la coordination rurale a dit, donc elle menace en fait voilà, de recommencer si les écolos ou les insoumis entrent au gouvernement. Donc en fait, vraiment, là, la situation, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va avoir un moratoire forcé sur tous les thèmes écologiques à cause de la situation sociale, en fait, et du fait que la révolte bout, en fait, est capable de se remettre en route à la moindre occasion, et notamment si on annonce des trucs sur une écologie punitive, quoi. Donc, je vois pas comment on va sortir de cette situation. Donc, voilà, par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas de changement. À mon avis, c'est le moratoire forcé subi sur les politiques écologiques, mais il peut y avoir un baroud d'honneur, soit à l'échelle européenne, soit à l'échelon national, ou les deux. Voilà. Alors tu voulais aussi aborder, un sujet, dans transition énergie, c'est ça? Oui, alors en fait, il y a eu un article intéressant qui est sorti aujourd'hui dans le très bon magazine que je vous présente, Transition et énergie, que vous retrouvez en kiosque. Alors ça, c'est pas celui de ce mois-ci, mais voilà, c'est pour vous le présenter. C'est un trimestriel et dans lequel je suis chroniqueur. Je fais une chronique. Mais en dehors de ça, il y a plein d'autres articles. Et donc aujourd'hui, il y avait un article que vous pouvez retrouver sur le site internet de Transition et énergie qui est sur une étude de BP. Donc BP, c'est le total anglais, hein. British Petroleum, ça s'appelait auparavant, et je pense que ça s'appelle maintenant toujours BP, mais c'est Beyond Petroleum, au-delà du pétrole, bien sûr. On s'adapte, hein, c'est comme Total aussi. Bref. Et donc, il publie chaque année, je crois, ça s'appelle Energy Outlook, donc un bilan sur voilà, les politiques énergétiques, l'avenir énergétique. Et ce que dit l'article de Transition et énergie, c'est que en fait, British Petroleum, ou BP plutôt, dans son rapport, dit que la transition n'a pas commencé. Et tout ce qui est mis en œuvre ne permet ni d'atteindre ni d'approcher les objectifs qui ont été définis. Donc, tu te rends compte, les milliards qui sont mis sur cette politique, hein, on voit la politique énergétique en France, les éoliennes qui poussent en mer absolument partout, donc le renforcement du nucléaire ici ou là. Vraiment, il faut voir la quantité de pognon qui est mis dans ces politiques. Et BP dit qu'on n'est pas prêt d'atteindre ni d'approcher les objectifs définis. Et donc en fait, ce qu'il remarque, c'est qu'on augmente effectivement la production bas carbone, il y a une augmentation, mais on ne substitue pas la production d'énergie carbonée. Voilà. Donc en fait, on rajoute toujours de l'argent et tout ça, c'est dans l'épaisseur du trait, en fait. Il n'y a pas de différence, mais c'est ce qu'on dit depuis longtemps, en fait. Les politiques de décarbonation sont destinées à échouer. C'est 100% sûr qu'elles échoueront. Euh, voilà. À moins d'une crise, d'un astéroïde ou d'une guerre nucléaire. Parce qu'ils disent qu'en fait, la seule période où ça a été positif, c'est pendant la crise Covid. Bah oui, il y a eu une diminution drastique. D'ailleurs, c'est ce que dit Dieu Jancovici, hein. Il faut une crise Covid par an. Enfin, c'était 5% de diminution des émissions
pendant la crise Covid. Seulement maintenant, il dit c'est même pas une crise Covid, c'est quasiment 2 fois une crise Covid par an. C'est parce qu'il faudrait 8%, diminuer de 8% pour atteindre nos objectifs. Bref, tout ça n'arrivera pas. Et donc, tout ce qu'on est en train de faire sur la décarbonation ne sert à rien. Ça, on le dit depuis longtemps. Hein. On dit qu'il faut passer à autre chose et revenir sur des sujets environnementaux plutôt que s'épuiser sur une décarbonation qui n'adviendra jamais. Alors, un sujet environnemental, justement, un peu plus léger peut-être, c'est, enfin plus léger quoique, Ouais. c'est la question d'un trèfle qui empêche des travaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, tu vois, c'est les deux faces de la transition écologique ou du délire écologique qu'on voit en ce moment. Ça, je l'avais déjà dit, je le répète, c'est que d'un côté, il y a la décarbonation, on vient de le voir. Donc, c'est la décroissance dans le temps, hein, puisque en 2050, il faudra qu'on ait atteint la décarbonation, totale, quoi. Donc ça, c'est la décroissance dans le temps. Et puis, tu as la décroissance dans l'espace, hein, c'est tout ce qui concerne la biodiversité. Et donc là, on va empêcher d'utiliser l'espace, donc en protégeant des endroits où on ne pourra plus rien faire parce qu'il y a des espèces qui traînent, parce qu'il y a des milieux naturels particuliers, etc. Donc voilà, on est coincé dans l'espace-temps de la décroissance. Et là-dedans, donc, dans le délire, si tu veux, il y a un délire sur les aménagements. Et moi, je ne suis pas pour qu'on aménage des nouvelles zones naturelles, parce que je trouve que, voilà, donc je suis plutôt favorable à ce qu'on fasse attention là où on construit, pour ne pas bétonner tous les espaces naturels. Mais là, tu as des éléments, si tu veux, sur les espèces protégées, on en avait déjà parlé. Et là, tu as dans la commune de Bérarde, alors ça va être c'est dans les Alpes, hein, je ne sais plus quel est le département. Et donc, tu avais des travaux, il y a eu des inondations énormes qui ont fait beaucoup de dégâts dans la commune. Et en fait, les habitants attendaient des travaux depuis très longtemps et qui auraient permis que l'inondation soit moins catastrophique, quoi. Et ces travaux n'ont pas pu se faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils ont fait le chantier, il y avait des zones où il fallait qu'ils stockent du matériel, etc. Et ils se sont aperçus qu'il y avait une espèce protégée qui s'appelle le trèfle des rochers. Ça, c'est le nom. Voilà, je n'ai pas le nom latin, mais c'est le trèfle des rochers, qui est une espèce protégée. Et donc, à cause de ça, en plus, ils ont réenclenché une autre étude pour savoir s'il y avait d'autres espèces protégées. Parce qu'évidemment, plus tu cherches, plus tu vas trouver. Surtout que les espèces protégées, je l'avais déjà dit, dès que tu fais quelque chose à un endroit, il y a une espèce protégée. Il y en a partout. Voilà. Et donc tout ça a ralenti et les travaux n'ont pas pu se faire, en gros, à cause de ce trèfle des rochers. Mais en fait, voilà, c'est la vision complètement débile de la protection de la biodiversité. Et les ONG sont derrière, évidemment, pour... et puis elles peuvent se faire du fric aussi, puisqu'il y a tout un écosystème d'études, tu sais, préalables à tous travaux, etc. Et donc ça fait vivre énormément de gens. Etc. Et donc ce pauvre trèfle des rochers, en fait, c'est une espèce qui vit dans les Alpes. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée à un certain milieu, et même milieu que tu vas retrouver certainement en Scandinavie. Hein, pourquoi il y a des espèces particulières dans les Alpes? Parce qu'on arrive à une certaine altitude, donc tu as des nouveaux... ça fait un biotope particulier, si tu veux, que tu retrouves que au nord de l'Europe, dans des zones tout à fait plates. Hein. C'est juste l'altitude qui fait que tu retrouves le même genre de milieu. Donc il y a plein d'espèces que tu trouves dans les Alpes, que tu trouves nulle part ailleurs, si ce n'est en Scandinavie, par exemple, parce que c'est les mêmes genres de milieux. Donc c'est par exemple les lagopèdes, les tétras, etc., que tu trouves en montagne, les oiseaux, là. Tu trouves les mêmes en Scandinavie, en des quantités impressionnantes d'ailleurs. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que cette espèce-là, elle n'est pas en danger. C'est pas parce qu'il y a une espèce protégée qu'elle est en danger. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a eu des inondations, apparemment, c'est ce qu'ils disent dans l'article sur Europe 1, là. Et alors, les inondations, bien sûr, ont tout emporté l'endroit où il y avait les trèfles. Donc, les travaux n'ont pas pu se faire parce qu'il y avait le trèfle des rochers, d'accord? Mais en plus, les inondations ont tout emporté les trèfles. Donc on s'en fout en fait. Le problème, c'est c'est toujours cette vision statique des choses. Il y a des trèfles à un endroit, donc il ne faut pas y toucher. Mais c'est débile. Parce que tu peux avoir des événements naturels ou artificiels, humains, qui font que tu vois, tu vas bouleverser un endroit, donc les trèfles ils vont se barrer, il n'y en aura plus à cet endroit-là, mais il y en aura toujours ailleurs, et puis ils vont se développer, ils vont conquérir d'autres territoires par ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est dynamique la nature. C'est ce que je dis toujours. Mais là, on a une vision fixiste des choses, et donc ce qui gèle les territoires, ce qui nous empêche de faire des choses, et ce qui à la fin crée des catastrophes. Puisqu'on n'agit pas assez vite, c'est l'histoire des fossés aussi qu'on ne pouvait pas curer, etc. Et donc ça, voilà, c'est le deuxième symbole. On a vu les histoires de décarbonation avec l'étude de BP, là, et on voit les trucs, les débilités de biodiversité, etc. Donc c'est pareil, et c'est ces deux éléments-là
cette décroissance dans le temps et dans l'espace qui va être de plus en plus, insupportable et donner des révoltes sociales de plus en plus importantes si on n'y prend pas garde. Enfin, c'est sûr que ça va péter de toute façon. Tu vois, les agriculteurs de la coordination rurale sont prêts là, mais ils ont raison parce que c'est n'importe quoi. On marche sur la tête. On marche sur la tête, exactement. Je précise juste que c'est en Isère, hein, la question du Ah traitement. voilà, c'est en Isère. Alors, tu cherches le département, donc voilà, c'est en Isère. Et oui, effectivement, on marche sur la tête et on a bien vu aussi que marcher trop souvent sur la tête, ça pouvait finir par tout renverser, puisque là, tout a été renversé. Donc, on attend maintenant de voir comment les choses vont évoluer sur la situation politique et on en reparlera, je pense, Ouais. une prochaine Et puis fois. on reparlera de voilà, toutes les politiques écologiques. Donc Exactement. n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à partager bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand. Ouais, merci Xavier, à bientôt.